Allez, on va pouvoir attaquer. Il est 10h28, on prend 2 minutes d'avance. Vous mangerez peut-être plus tôt, on verra. D'accord, donc c'est le repas, le but du jour. Donc bonjour à tous, essentiellement des étudiants, mais bon, on a quelques agriculteurs, je pense, aussi dans la salle. Bienvenue sur cet événement Bouge ton exploitation. Donc, c'est un événement organisé par la Chambre d'agriculture des Ardennes sur 2 jours. Ça a commencé hier après-midi, ça se poursuit toute la journée d'aujourd'hui sur les 2 étages. Donc ici, c'est un espace plutôt conférence table ronde, avec ce matin une conférence sur la thématique de l'eau. Cet après-midi, vous aurez une conférence en début d'après-midi sur les charges de mécanisation et les intrants, comment moins dépenser, en gros. Et on terminera la journée avec un temps pour parler méthanisation. Donc le format, c'est un format table ronde. On a 3 intervenants ce matin que je vais vous présenter. L'idée, c'est qu'on est parti pour 1h30. Ce n'est pas 1h30 où on vous gave d'informations, c'est 1 heure de discussion entre nos intervenants qui sont là. Et à la fin, une demi-heure de questions. Je ne doute pas que vous aurez 1000 questions. Ce ne sera pas du tout l'heure de manger. Donc si vous avez des questions en cours de route, notez-les. Comme ça, même si on est parti sur autre chose, on pourra revenir sur vos interrogations. Donc on va attaquer. La thématique de ce matin, le titre, c'est « L'eau sous tension, agissons ». Alors c'est volontaire, un titre un peu punchy. Nos 3 intervenants du jour, c'est Benoît Arbou. Benoît Arbou, c'est un collègue de la Chambre d'agriculture qui est en vert, donc je vais le tutoyer. C'est pas parce que je le préfère par rapport aux intervenants, c'est que je travaille avec lui tous les jours. Donc Benoît, il est conseiller à la Chambre d'agriculture, surtout sur des thématiques autour du sol et de l'érosion. Vous l'avez peut-être vu dans des vidéos sur YouTube, sinon allez-y. En bout de table, tout à ma gauche, on a Philippe Robert, qui est agronome, qui vient au titre de l'association de suivi agronomique des épandages. Je lui demanderai après de présenter son association. Et tout de suite à ma gauche, Fabien Potier, de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc je vais d'abord donner la parole à Fabien. L'idée, c'est de présenter ce que c'est qu'une agence de l'eau, parce qu'on entend souvent parler des agences de l'eau, mais personne ne sait toujours qu'est-ce qui s'y passe dans ces agences. Donc c'est l'occasion d'en parler plus en détail. Ok, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je suis Fabien Potier, je travaille à l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Alors l'agence de l'eau, qu'est-ce que c'est ? En fait, on est un établissement public, on dépend du ministère de l'écologie et du développement durable. Et on vit sur un principe qui est le principe qui pollue paye et qui dépollue est aidé. On a un peu un genre de sécurité sociale en fait. Grosso modo, tous les acteurs vont payer ce qu'on appelle des redevances. C'est-à-dire vous, si vous regardez à titre personnel sur votre facture d'eau, vous regarderez, ça doit être marqué quelque chose comme taxe agence de l'eau. Donc vous payez sur ce que vous prélevez en eau et vous payez aussi sur ce qui est dépollution. Voilà. Alors il y a les collectivités, donc par le consommateur, qui payent. Il y a les industriels qui payent aussi sur ce qu'ils prélèvent et sur ce qu'ils rejettent en pollution. Il y a les agriculteurs, il y a les pêcheurs, etc. etc. Il y a plein de catégories comme ça qui payent. Et en fait, cet argent-là est collecté et elle est reversée pour des actions de dépollution. Alors, action de dépollution, ça peut être très facilement, vous allez voir ce que je veux dire, une station d'épuration de collectivité. Ça peut être une technologie propre en industrie. Et en agriculture, on en reparlera dans le détail tout à l'heure, mais on va pouvoir être aussi sur des technologies propres, certains investissements, etc. etc. Voilà. Sachez quand même qu'il y a 6 agences en France. Alors la nôtre, c'est Agence de l'eau Rhin-Meuse, puisqu'on n'a pas de découpage administratif, on est sur un découpage par bassin versant. Et nous, notre agence de l'eau, c'est du bassin du Rhin jusqu'au bassin de la Meuse. Ici, on est sur le bassin de la Meuse. La Meuse, elle prend sa source en Haute-Marne et elle part à Givet, dans les Ardennes, pour rejoindre la Belgique. Voilà. Et le Rhin, la même chose, part effectivement, il est en frontière avec l'Allemagne, il part en Allemagne et puis après, il repart en Hollande. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos collègues des pays voisins, forcément, ils nous demandent aussi des comptes sur l'eau qu'on envoie chez eux. Eux se retrouvent par exemple avec certains types de pollution. On a interpellé régulièrement, on a eu des problèmes il y a quelques années avec l'isoproturon par exemple, en fait où ils avaient de l'isoproturon dans leur captage d'eau. Donc effectivement, on a interpellé par rapport à ça. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut savoir? Donc il y a 6 agences en France, voilà, ça je vous l'ai dit. Notre budget, c'est un des plus faibles par rapport à toutes les agences de l'eau. On rentre à peu près 190 millions d'euros quand même de redevances, ce qui est pas rien. Sachez que les plus gros redevables, ce sont les collectivités, à peu près à 70-75% du montant. Ensuite, c'est les industriels et ensuite les agriculteurs. Voilà, dans les proportions. Les agriculteurs, c'est la redevance de pollution diffuse. Je pense que vous en avez entendu parler. Pour nous, c'est à peu près 7,5 millions de redevances. Et il y a 1 million d'euros pour les irrigants. Alors, vous, en Ardennes, vous n'êtes pas du tout concerné par l'irrigation, c'est surtout les irrigants alsaciens. Voilà. Et un petit chiffre encore, quand on rentre 1 euro de redevance agricole, ça génère en général 3 euros d'aide pour l'agriculture. Voilà. Donc les agriculteurs sont assez gagnants finalement du dispositif agence. Voilà. Il faut aussi le savoir. Et encore une chose, donc vous avez compris que notre principe, il repose uniquement sur l'argent, hein, c'est financier. Hein. Nous, on aide celui qui dépollue. Par contre, on n'a aucun pouvoir réglementaire. On n'est pas une direction départementale d'agriculture. On n'est pas non plus l'Office français de la biodiversité. On ne fait pas de contrôle, nous. Notre pouvoir, il est juste incitatif financièrement. Voilà. En gros, ce que je pouvais dire, mais ça effectivement, on travaille quand même avec les collègues hein, des directions départementales des territoires ou de l'OFB. Voilà. Alors c'est important d'expliquer ce que font les agences de l'eau parce qu'en fait vous avez compris que tous vous contribuez à un moment ou l'autre et tous dans le milieu agricole vous êtes susceptibles d'être bénéficiaires d'aide notamment. Donc c'est le genre d'agence dont on n'entend pas parler notamment en début de carrière, mais en fait vous, tout au long de votre vie professionnelle vous travaillez de près ou de loin pour ou avec les agences de l'eau. Donc merci Fabien d'avoir rappelé le rôle d'une agence de l'eau. Je vais passer la parole à Philippe Robert pour nous expliquer le rôle de l'association de suivi agronomique des épandages. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je vais vous présenter ce que c'est que l'association de suivi agronomique des épandages. Ça passe bien, oui. C'est une association qui regroupe des industriels, qui est née de l'industrie agroalimentaire, qui est née dans les années 83 exactement, dans les locaux de l'INRA de Fagnières, parce que les agriculteurs avaient mis en place des coopératives qui traitaient des betteraves, qui traitaient d'autres produits, des pommes de terre, entre autres, et ils faisaient de l'épandage. Et ils se sont vite rendus compte que l'eau qu'ils épandaient était chargée en eau, mais pas qu'en eau, et que derrière, il y avait des impacts sur la qualité des cultures, parce qu'à l'époque, sur la betterave, même si maintenant on met plus beaucoup d'azote, à l'époque on mettait beaucoup d'azote, et le fait de ramener sur les terrains agricoles des effluents chargés en éléments fertilisants faisait que ça avait des impacts négatifs sur les cultures. Et en même temps, le BRGM, donc le Bureau des recherches géologiques et minières, s'est intéressé au dossier. Et donc il y avait une double entrée, une entrée sur l'agronomie et une entrée aussi sur l'impact potentiel sur la qualité des eaux souterraines. Et les industriels ont financé, alors je ne sais pas si ça vous parle, des cases isométriques. C'est des cases qui sont faites dans le sol pour mesurer. Donc c'est des cases qui font 2 mètres de côté et 2 mètres de hauteur avec du béton de chaque côté. Donc le sol est en place. Vous passez avec une pelle, vous faites du béton de chaque côté. Et en dessous, vous mettez un système pour récupérer les eaux. Donc comme ça, vous arrivez à voir ce que vous apportez, ce qui est valorisé, ce qui est perdu. Et vous voyez, ça date des années 77, donc très précocement, les industriels et l'INRA et le BRGM se sont bougés, parce que je bouge sur l'exploitation, se sont bougés pour essayer de comprendre comment valoriser au mieux ce qui était dans les effluents sans impacter ou en impactant au minimum la qualité des eaux souterraines. Voilà, donc ma structure, elle regroupe une trentaine d'industriels sur, on va dire, le nord de la France. Des grands groupes sucriers. Cristal Union, c'était un gros adhérent chez nous. On a aussi Tereos. On a aussi des Désy, on a aussi des maisons de champagne, on a aussi des déshydratations. Voilà. Et notre métier initial, c'est le suivi agronomique des épandages. Mais vous l'avez compris, comme l'INRA a été quelque part cheville ouvrière dans l'association, mais on est
assez branché sur l'expérimentation, donc on a déjà un historique expérimental, mais on continue d'expérimenter pour améliorer les pratiques. Le climat change, le temps change, et il faut aussi se poser des questions sur... on ne peut pas vivre sur le passé, sur les expérimentations passées, il faut se projeter avec les modifications climatiques. Et puis la réglementation fait partie de notre quotidien, donc on est aussi assez présent sur l'évolution de la réglementation, directive nitrate entre autres, mais aussi en ce moment il y a d'autres dossiers comme les dossiers PFAS. Hier il y a des choses qui ont été votées à l'Assemblée nationale, donc on suit tous ces éléments-là de près. Et puis on fait aussi pas mal de communication, donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, la question de l'eau, elle touche tout le monde, c'est un bien qu'on partage. Donc c'est de l'eau qui passe chez nous, qui va finir dans les pays voisins, c'est de l'eau qui part des autres départements et qui arrive chez nous, c'est de l'eau qui passe chez les industriels et qui revient dans nos champs. Et peut-être c'est le moment de passer la parole à Benoît, qui a une certaine expérience plus locale dans les Ardennes, donc pour les Ardennais dans la salle, ça va peut-être mieux vous parler, de quelles évolutions il y a eu sur la qualité de l'eau peut-être, et puis sur les mouvements, les masses d'eau depuis 20-25 ans. Oui, bonjour à tous. Je vais vous relater un petit peu l'expérience que j'ai vécue, 25 ans dans les Ardennes, en démarrant une carrière sur la partie cours d'eau et au sein d'associations syndicales autorisées. Donc ça, vous verrez en cours d'acteur avec vos professeurs ce que c'est. Et donc c'est des établissements qui sont gérés par des propriétaires et des agriculteurs pour faire des travaux hydrauliques, donc plutôt d'entretien pour faciliter les écoulements des eaux. Et donc ils ont mené quand même des travaux assez conséquents dans les années 70-80 pour augmenter les capacités de production, puisque l'eau en excès ça pénalisait les productions agricoles. Donc c'était à cette époque-là, il y avait une volonté notamment de l'État d'augmenter les capacités de production, donc ces structures-là y ont répondu. Et progressivement, la loi sur l'eau est arrivée, 92, et puis la directive cadre sur l'eau, qui fixait des objectifs de bon état des masses d'eau souterraines et superficielles, donc les cours d'eau, avec des objectifs bon état pour 2015, donc c'est déjà passé. Bon état pour 2021, c'est déjà passé, et le dernier lieu, c'est 2027, c'est après-demain. Et surtout une obligation de non-dégradation de ces masses d'eau. On en est aujourd'hui à constater que malheureusement, on a dans bon nombre de situations, ces masses d'eau-là se sont dégradées. Donc dans les années 2000, les CESASA, les structures qui géraient des cours d'eau, on leur a proposé de dire, voilà, nous, notre cheval de bataille, c'est de pérenniser un petit peu les acquis du passé, donc les acquis hydrauliques, mais aussi de prendre en compte cette problématique de bon état des milieux et de proposer en fait des travaux de restauration qui permettaient au milieu de se rééquilibrer et donc être dans le bon compromis entre la production agricole et les besoins, on va dire les besoins environnementaux, les besoins légitimes environnementaux. Donc on a mis en place un programme de restauration sur ces cours d'eau-là et avec des agriculteurs. Donc c'était suivi par notamment les fédérations départementales des pêcheurs, le CSP à l'époque, Conseil supérieur de la pêche, qui est devenu après l'ONEMA, maintenant c'est l'OFB. Et donc on a fait des états des lieux sur les cours d'eau pour voir l'état du cours d'eau. Donc l'état physique, on savait qu'il était dégradé, mais il y avait aussi l'état biologique. Et donc on avait une note qui était relativement passable sur la plupart des cours d'eau. Et donc on a mis en place le programme de restauration. On a mis notamment pour les ruisseaux de première catégorie des apports de matériaux dans les cours d'eau. Et au bout de 4 ans, on a fait des suivis. On a vu que ça réagissait tout de suite au niveau des populations, notamment de poissons et aussi des invertébrés, donc avec différents taxons qui sont dans les cours d'eau. Et au bout de 4 ans, on a multiplié les effectifs par 2,5. Donc on était tous ravis de la situation en se disant, voilà, on a trouvé le bon compromis pour les enjeux de production agricole et les enjeux environnementaux. Et on a poursuivi ce suivi-là pendant encore plusieurs années. Et au bout de à peine 10 ans après la mise en place de ce travaux-là, on s'est rendu compte qu'on avait une baisse des effectifs, notamment de poissons. Donc on a mis ça sur le compte d'une mauvaise pêche une fois, et 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et en fait, au bout de 10 ans après les restaurations, donc c'est en 2006, en 2016, on constate que finalement, les effectifs sont repassés sous l'état des lieux 0. Alors là, gros choc. Donc on a fait moins bien. Donc je vous rappellerai l'objectif des CE, obligation de non-dégradation.
Donc on se dit, mince, on a mis de l'argent public là-dedans et on n'y arrive pas. Donc on essaye de comprendre pourquoi, on avait un peu une petite idée. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, les milieux aquatiques, les cours d'eau, se colmatent. Donc il y a ce qu'on appelle un bioderme qui se développe sur le fond des cours d'eau. Ce sont des algues avec des bactéries qui se développent dessus. Et en fait, c'est des filtreurs. Ils filtrent en fait les matériaux, on va dire les éléments polluants ou les charges organiques, etc., qu'on laisse dans les cours d'eau. Donc ça peut être aussi lié à l'activité humaine dans les villages, les communes, etc., les rejets divers et variés. Et donc on était assez perplexe par rapport à ça. Parce qu'on n'était quand même pas dans des secteurs où il y avait un bassin de population énorme. Et en remontant en fait les cours d'eau, on se rend compte que dans les zones forestières où on est en tête de bassin en forêt, les cours d'eau sont nickel. Il n'y a pas de problème de colmatage. Dès qu'on arrive dans de l'activité soit agricole, soit des villages, on se rend compte qu'il y avait des problèmes de colmatage de cours d'eau. Donc ces colmatages sont liés aussi à ce qui peut se passer dans les bassins versants. Et en fait, quand on fait le parallèle avec les problématiques de coulées de boue et de ruissellement que les communes sont touchées, on voit que les années 90 jusqu'aux années 2000-2005, on avait 4-5 arrêtés de catastrophes naturelles dans les Ardennes. Donc très peu, quoi. On n'est pas à l'abri d'avoir un méchant orage, etc. Et à partir de 2005-2008, on a commencé à monter. On est arrivé à une dizaine. Et à partir de 2010, grosso modo, ça avait 20-25. Et on arrivait à un pic à plus de 50 arrêtés de catastrophes naturelles en 2018. Donc vous voyez, par rapport à ce que je vous dis, on avait démarré un programme de restauration en 2006, et en 2017, on est arrivé plus bas que l'état initial, plus mauvais que l'état initial. Et donc quand on fait ce parallèle-là, on se rend compte qu'il y a aussi des problématiques liées à ces événements-là, donc des gros orages violents qui se répètent, et qui du coup entraînent de l'arrachage de particules dans les bassins versants, et ces particules-là, elles finissent dans les fossés, dans les cours d'eau, parfois dans les maisons malheureusement, mais ça met sous pression en fait le milieu aquatique, quoi. Donc pour être sûr que c'était bien ça qui impactait pour ce qui est des cours d'eau, on a refait des travaux de restauration dans des petits tronçons et on a continué la pêche. Et donc on a refait des travaux, on a décolmaté en fait le milieu, et une année après, paf, les effectifs en une année, ça a été multiplié par 3, quoi. Donc là pour le coup c'était un constat qui est on est sûr de notre coup, quoi. Donc on sait que ça vient des bassins versants, des apports des bassins versants. Donc il y a une partie, certainement c'est lié aussi au rejet d'eau usée où toutes les communes ne sont pas encore équipées, ou tous les parties qui ne sont pas encore équipées, mais il y a aussi une partie qui vient du bassin versant et qui vient malheureusement des terres agricoles et notamment des cultures. Donc ce constat-là, malheureusement, on peut le mettre aussi en parallèle avec l'occupation du territoire, l'occupation du sol. On a quand même un retrait aussi de l'élevage assez conséquent dans le département des Ardennes. On avait résisté jusque dans les années 2000, et puis depuis les années 2000, on a perdu 35-40 000 hectares d'herbe. Donc 35-40 000 hectares d'herbe, forcément, c'est des zones qui sont mises en culture. Donc le sol est beaucoup plus exposé aux aléas climatiques. Donc voilà, vous pouvez comprendre que tout ça, ça a des répercussions sur les masses d'eau, et notamment superficielles. Et quand on fait le parallèle à ça avec les masses d'eau souterraines, on se rend compte aussi qu'au niveau des captages, il y a aussi des problématiques. Donc le directive nitrate 92, on a commencé à remettre des éléments en place pour pallier en fait à la dégradation de l'eau, notamment par rapport au nitrate. Et donc le plan d'action s'est centralisé fortement sur notamment les apports de printemps, donc ce que disait M. Robert à l'instant, les apports sur les cultures. Donc ça a été fractionné, on a rempli ces objectifs-là, donc ça a permis de rester dans le seuil de l'acceptable des 50 mg par litre. Alors après, au-delà du réglementaire, si c'est dangereux ou pas, on ne va pas rentrer dans le débat, mais le problème, c'est que malgré tout, on perd quand même des nitrates. Donc c'est une perte économique pour l'agriculture, puisque c'est quand même mieux qu'elle soit dans les champs pour soutenir la production que de se retrouver dans l'eau, quoi. Et donc, on se rend compte que malgré tout, malgré tous ces efforts qui ont été faits pour les apports, notamment pour la partie printemps, pour soutenir la production, on est resté plus ou moins au même niveau. Donc on flirte toujours avec ces 45-50 microgrammes par litre, alors qu'on a fait tous les efforts qu'il faut. Donc on peut se projeter là-dessus en se disant finalement la deuxième période qui nous pose problème, c'est la période un peu hivernale. En fait, en hiver, malgré tout, on a quand même une grosse partie de nos champs, notamment les cultures, qui vont recevoir des cultures de printemps, qui restent à nu une très longue période.
Globalement, on fait des couverts, donc on fait des couverts réglementaires principalement. Ces couverts-là, voilà, au 30 novembre, au 15 novembre, hop, c'est labouré, c'est enfoui, c'est mulché, enfin peu importe. Et puis derrière, si on projette sur la culture de maïs, on fait qu'un maïs au mois d'avril. Donc vous avez 6 mois où la terre est à nu. Il n'y a plus de couvert. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave. Donc il y a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, grosso modo à partir du 15 novembre, les sols baissaient en température. Ils descendaient en dessous de 5 degrés. Donc en dessous de 5 degrés, vous n'avez plus de minéralisation, ou très peu. Au-dessus de 5 degrés, ça minéralise. Quand un sol est à 10 degrés, il minéralise 3 fois plus vite qu'à 5. À votre avis, les sols aujourd'hui, ils sont à quelle température? Vous avez une idée? 10 degrés? Ouais, t'es un peu fort, mais oui, on est à 7 degrés. Vendredi, c'était encore à 7 degrés 5. Voilà. Donc il y a toujours de la minéralisation. Mais, comme vous pouvez tous constater, c'est qu'une grosse partie des couverts sont déjà enlevés, ont été dégradés, ou ils ont été labourés, etc. Donc en fait, ils ne remplissent plus leur office de pomper en fait, ces nitrates-là qui sont libérés par la minéralisation. Et donc, en fait, notre problème sur les captages, le problème de demain par rapport... en fait, c'est le changement climatique qui induit ça, quoi. Les sols restent chauds parce que les températures restent chaudes. Dans les 15 prochains jours, on annonce encore 8-9 degrés la journée. Donc voilà, il va y avoir de la minéralisation. Donc si le sol est à nu et qu'il n'y a pas de plantes pour capter ça, s'il y a des pluviométries derrière, lessivage, et ça part dans les nappes. Ou ça part dans les cours d'eau. Ou s'il y a un coup d'eau un petit peu important, c'est de l'érosion qui part aussi dans les cours d'eau. Donc voilà, donc il faut qu'on arrive à s'adapter à ça, c'est de l'adaptation au changement climatique. Ça met les milieux en pression, mais ça peut mettre aussi à terme les exploitations en pression. Hein. Si vous perdez du sol régulièrement, c'est de la fertilité du sol. Si vous perdez du nitrate, c'est de la fertilité en moins, quoi. Au prix où il est l'azote, ou au prix il va encore être demain, c'est quand même dommage d'en perdre dans les captages. Donc on doit aussi s'adapter à ça. Donc vous, la plupart, vous êtes lycéens ou étudiants. Demain, vous êtes soit futur chef d'exploitation, soit salarié agricole, soit futur conseiller. Voilà, il faut que ces éléments-là, vous les ayez en tête, que ça soit des points de repère et que l'aspect sol, fonctionnement du sol, ça soit des éléments qui soient fondamentaux pour prendre les futures décisions. Et voilà, faut vraiment avoir ça. Et si vous avez tout ce réflexe-là, ça devient après systématique. Vous vous posez les questions obligatoirement et derrière vous agissez en fonction de ça. Et le sol en matière de production, c'est l'enjeu numéro 1. C'est la première étape. Peut-être pour compléter ce constat, toi c'est un constat visuel que tu as fait sur tes observations de terrain. Est-ce que dans les agences, les chiffres sur la qualité de l'eau vont dans le même sens depuis la dernière vingtaine d'années? En fait, sans paraphraser ce qui vient d'être dit, effectivement, on rencontre certains soucis sur les masses d'eau. Donc les masses d'eau, c'est aussi bien sur les cours d'eau en fait, que sur les captages d'eau. Sur le bassin Rhin-Meuse, on a à peu près aujourd'hui 43% des masses d'eau qui sont dégradées. Donc c'est quand même pas rien. Donc c'est dégradé par les nitrates ou les produits phyto. Voilà, on en est là. Sur les captages, globalement, on a sur le bassin, on a 3400 captages et on a à peu près 8-10% qui sont dégradés. Donc 300 et quelques captages qui sont dégradés. Dans les Ardennes, du côté Rhin-Meuse, je ne parlerai pas du côté Seine-Normandie, on en a 34 des captages qui sont dégradés par les nitrates et les produits phyto. Voilà. Donc, sans pouvoir parler de normes, ce qui est important de savoir, par exemple, sur les nitrates, la norme, elle est fixée à 50 mg de nitrate par litre. Au-delà de cette norme, au-delà de ces concentrations-là, un distributeur d'eau doit mettre en place ou des traitements ou veiller à ce qu'il puisse faire redescendre ces teneurs en nitrate. Sinon, l'eau, elle est impropre à la consommation. On peut parler effectivement de la nocivité ou pas. Moi, je n'ai pas d'avis non plus là-dessus. Toujours est-il que l'État lui contraint de distribuer une eau inférieure à 50 mg de nitrate par litre. Voilà. Donc il faut trouver des solutions pour y remédier. Quelques éléments quand même par rapport à ça, qui rejoignent un petit peu ce qui vient d'être présenté. Voilà, on a aussi des dispositifs, on vous a parlé de cases lysimétriques, il existe d'autres dispositifs aussi de mesure de qualité d'eau, par exemple sous parcelle agricole. On peut avoir des bougies poreuses, c'est des bougies en fait, qui sont disposées dans le sol, généralement en étoile. Alors elles sont situées à 1 mètre, 1,20 m de profondeur. Et grosso modo, on arrive à collecter de la flotte donc, qui passe sous le chevelu racinaire, récupérer cette eau-là et puis après l'analyser.
On peut avoir aussi des bassins versants où on recueille les eaux de drainage. Voilà. Et on sait aussi calculer un petit peu les concentrations en nitrate et en phyto qu'on va pouvoir avoir en dessous. On a ça un petit peu partout. Ce que je peux vous dire, alors je vais vous donner des chiffres à la louche. Il faut retenir dans les ordres de grandeur parce qu'il peut y avoir des écarts types. Mais grosso modo, sous forêt, par exemple, on n'a aucun captage qui est dégradé. Une forêt, ça fonctionne un peu en un cycle fermé. Les concentrations en nitrate sous forêt, on a moins de 10 mg de nitrate. Voilà. On est souvent aux alentours de 2. Forcément, une forêt, même s'il y a beaucoup de matière organique, elle se dégrade très lentement et les arbres pompent au fur et à mesure. Alors on peut me dire, oui, mais quand il y a des coupes à blanc, etc., quand il y a une mauvaise gestion, effectivement, alors vous êtes sûrement trop jeune, en 1999, il y a une grosse tempête qui a balayé un petit peu toute la France. Et donc il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés à cette époque-là. Il ne s'est rien passé du tout tant que les arbres étaient par terre. Quand il y a eu du débardage, les outils sont rentrés, les machines sont rentrées là-dedans. Il y a eu mélange forcément terre, feuilles. Les concentrations nitrates dans les forêts ont monté. Elles sont montées à 30, 35 et puis sont redescendues au bout de 2-3 ans. Elles sont redescendues à leur seuil de nouveau normal parce qu'il y a réimplantation, tout s'était rééquilibré. Donc forêt, pas de souci. Prairie, c'est moins de 20 mg de nitrate par litre. Voilà. Donc vous allez comprendre que, en général, quand on a des captages en forêt et là où il y a beaucoup de prairies, on n'a pas de problème, on a une eau qui est conforme. Ça se gâte un peu quand ces prairies sont retournées. Alors, Benoît Arboul l'a dit tout à l'heure, forcément le sol est plus exposé. Aujourd'hui, une prairie, si ça ménarise, la prairie, elle pousse tranquillement, elle va pousser. Si le sol est à nu, ça va moins bien se passer. Et en général, les teneurs en nitrate qu'on constate sous culture, en céréales, céréales d'hiver, on va être aux alentours de 50-60 mg de nitrate par litre. Du maïs, on va plutôt être aux alentours de 100. Voilà. Donc vous allez comprendre forcément que quand on a un bassin versant qui est uniquement céréalier avec du maïs, c'est très 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 difficile de produire une eau conforme aux normes de potabilité. Et là, je ne parlais que de nitrate, je ne parle pas de produits phyto. Sous prairie, sous forêt, il n'y a pas de produits phyto. Quand on est en zone de grande culture, on voit forcément les produits phyto apparaître. Et c'est souvent des produits comme, alors vous connaissez peut-être, du DFF, difluphénicanil. Je vous dis ceux qu'on retrouve le plus fréquemment, ça va être ça. Ça va être des produits comme du diméthachlore, méthazachlore, métolachlore, etc. Désherbants, c'est souvent des désherbants d'ailleurs, donc de grandes cultures qu'on retrouve. Voilà. Et désherbants, pourquoi on retrouve des désherbants ? Parce que les désherbants sont appliqués ou à l'automne ou au printemps sur une végétation qui est pratiquement pas là, parce qu'il faut justement protéger une végétation qui démarre. Et effectivement, si on se retrouve avec des pluies à ce moment-là, ces phytos ou ces nitrates dégagent et vont vers les eaux souterraines ou les cours d'eau. Donc voilà, on en est à peu près là au niveau de la qualité de l'eau. Je voulais juste rajouter quelque chose aussi. Quand on parle de ça, j'ai oublié de le dire dans la présentation de l'agence. L'argent qu'on redistribue, c'est pas moi qui décide. On va mettre tant là, tant là, tant là. On est géré entre guillemets par un programme d'action qui entre guillemets, on a un conseil d'administration. Ce conseil d'administration, il est représenté par les usagers pour un tiers. Alors les usagers, c'est les industriels, c'est les consommateurs, c'est les associations de pêche, par exemple. On a un tiers service de l'État et l'autre tiers, c'est les élus de collectivité. Voilà. Et c'est tous ces gens-là qui valident notre programme d'action, qui disent il y a tant de millions d'euros qui vont aller pour la pollution, pour dépolluer dans les collectivités, tant pour l'agriculture, tant pour les industriels, etc. Voilà. Voilà. Et c'est eux qui valident aussi les aides qui sont présentées, que nous, on peut présenter à notre conseil d'administration. Mais on reparlera après des types d'aides qu'on peut apporter. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'enjeu, il est double. Là, on vous parle beaucoup pollution.
Mais en fait, les éléments qui partent et l'eau qui part, c'est aussi une perte pour l'agriculteur. C'est de l'argent en moins qui est valorisé sur votre ferme. On en parlait en préparant avec Philippe. La question, c'est comment on valorise l'eau qu'on a, comment on valorise les éléments qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut... Fabien, pour réagir d'abord. Ouais, juste pour préciser, on a parlé effectivement, je vais vous donner un exemple de ce qu'on a pu constater par exemple sur un bassin versant qui n'est pas dans les Ardennes, qui est en Lorraine. En fait, il y a un bassin versant qui fait 20 000 hectares de surface agricole utile. Alors, il est beaucoup plus grand, il fait 35 000 parce qu'il y a de la forêt, il y a des habitations, etc. Mais en fait, en bas de ce bassin versant, en bas de ce cours d'eau, il y a une retenue. Et de là partent des canalisations qui vont alimenter en eau la ville de Metz, l'agglomération messine. 200 000 habitants, voilà. Et 400 000 en secours, parce qu'il peut y avoir vente d'eau. Jusque dans les années 2015-2016, tout se passait à peu près bien. Il y a des petits pics de concentration en nitrate, mais très petits. Et regardez ce qui se passe depuis ces dernières années. Ça a été un petit peu soulevé tout à l'heure. Il y a quand même un petit dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique, ça se traduit globalement par des longues alternances de périodes sèches et humides. Et que se passe-t-il ? C'est des rendements qui ne sont pas atteints. Donc ça laisse des reliquats à l'automne. Il n'y a pas forcément les couverts qui vont bien derrière, parce que les couverts, on ne sait pas les implanter ou on n'arrive pas à les implanter correctement. Et tout ça, quand il y a des pluies drainantes, voilà, on a beaucoup d'azote qui part. Et quand on tenait jusqu'à ces années-là avec du 50 mg en pointe, de temps en temps 60, là, on a eu en 2016-2017 des pics à 100-150 mg de nitrate par litre. Or, quand tout ça arrive dans une usine de traitement, déjà, ils ne savent pas trop comment ça arrive, etc. Il y a une autre structure qui est l'agence régionale de santé qui dit là, vous ne pouvez plus distribuer la flotte, allez en chercher ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher de la flotte sur la Moselle, voilà, mais la flotte qui est sur le cours d'eau Moselle, elle n'est pas potable non plus, puisqu'il y a des chlorures qui sont liées à des rejets industriels. Donc en fait, avec deux eaux entre guillemets non potable, ils fabriquent une eau potable. Bon, c'est quand même pas très satisfaisant. Voilà. Et c'est pour dire les problèmes qu'on a. Et c'est aussi un bassin versant qui a connu beaucoup de pertes de surface en prairie. Et on parlera tout à l'heure, je le reprendrai cet exemple-là pour vous dire ce qui a été fait et comment on a essayé de reconquérir cette nappe. Et effectivement, là, il y a eu beaucoup de prairies qui ont disparu, combinées à des conditions climatiques qui se dégradent ces dernières années, et puis il faudra y faire face de plus en plus. Voilà, il faut essayer d'arriver à trouver des solutions, et ces solutions, on les trouve. Voilà. Peut-être Philippe, une réaction sur cette histoire de valoriser au mieux ce qui est disponible déjà. Oui, alors si on se place au niveau des industriels, et moi je vous prendrai uniquement l'exemple des sucreries, je ne vais pas aller sur tous les exemples. Une sucrerie aujourd'hui, une betterave, c'est 75% d'eau. Quand vous faites rentrer des betteraves dans une sucrerie, vous allez avoir 750 litres par tonne de betteraves qui rentrent. C'est quand même assez important. Et vous allez avoir 550 litres vraiment sous de l'eau à traiter, parce que le reste, ça va partir dans les pulpes ou ça part sur les toits. Vous avez toujours vu des sucreries qui fumaient, mais non, c'est de la vapeur d'eau. Il y a beaucoup d'eau qui part sur les toits. Elle ne peut pas être récupérée. Au niveau des sucreries, donc on a de l'eau. Alors il y a deux choses. On a un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. Je reviendrai après sur l'aspect qualitatif. Premièrement, on a un aspect quantitatif et historiquement, les sucreries utilisaient beaucoup d'eau, même si la betterave contenait déjà beaucoup d'eau. Avec le changement climatique, la diminution de la disponibilité en eau, les sucreries ont travaillé pour devenir autonomes en eau. Quand une betterave contient 750 litres d'eau, avec un peu de travaux, de la récupération, on arrive à être autonome en eau. Je vous en parle parce qu'on voit que les années se suivent et ne se ressemblent pas. On peut avoir des années avec de fortes recharges, mais avec des années à très faible recharge. Et quand vous avez des années à très faible recharge et que vous pompez dans la nappe,
vous n'êtes pas les seuls à pomper dans les nappes. Il y a aussi les villes qui pompent dans les nappes. Et la première chose, c'est que vous, à votre robinet, vous ayez de l'eau. Et là où on va fermer le robinet, ça va être pour les industriels. Donc l'industriel, il doit travailler vers l'autonomie. Donc ça, c'est ce que les sucreries ont fait. Elles ont la chance d'avoir un produit qui rentre, qui contient beaucoup d'eau. Et ça leur permet même d'être excédentaires en eau, de construire des bassins pour garder cette eau-là, pour recommencer la campagne suivante, mais aussi pour mettre de l'eau à disposition d'autres industries. Si vous regardez la plaque de Pomac, le Bazancourt, la sucrerie de Bazancourt met 500 000, 600 000, 700 000 mètres cubes d'eau extraite de la betterave propre. C'est de l'eau condensée, hein, c'est de l'eau qui a été extraite du jus sucré, donc elle contient un tout petit peu d'ammoniac, mais qu'on s'est retiré, et cette eau-là est utilisée après pour d'autres utilisations, comme la distillerie. En distillerie, si on prend Cristanol, si vous connaissez le site, Cristanol traite du blé et des substrats sucrés. Les substrats sucrés, ils sont très concentrés, donc pour les emmener vers les levures avec des concentrations qui vont bien, il faut la diluer, donc il y a obligation d'utiliser de l'eau. Et puis quand vous utilisez du blé, le blé aussi, il faut le mouiller, il faut le liquéfier, donc vous avez aussi beaucoup besoin d'eau. Donc il y a une réflexion qui s'est mise en place au niveau quantitatif pour devenir autonome. Ça, c'était un passage obligé parce qu'on a vu il y a 2 ou 3 ans en arrière, avec une période très sèche, le robinet se fermait. Et plus que le robinet se fermait, c'est que le robinet se fermait, ça veut dire que la DREAL aurait pu prendre un arrêté en disant « vous arrêtez de pomper ». Mais on a vu aussi qu'au niveau des pompages en nappe, on avait moins d'eau qui arrivait. Donc l'industriel, il s'est dit faut vraiment qu'on se prenne en main parce que de toute façon, même si la DREAL ne fait pas un arrêté, on n'aura plus d'eau, on ne pourra plus fonctionner. Donc l'idée, c'est d'aller vers l'autonomie. En fait, vous pouvez après vous poser aussi la question sur les exploitations que vous avez ou que vous aurez, comment vous pouvez aussi devenir économe. Il faut avoir une démarche intellectuelle, se dire comment on peut slalomer pour qu'on continue à avoir une activité et qu'on ne soit pas gêné de notre fonctionnement. L'autre point, après la quantité, c'est la qualité. Les industriels valorisent leurs eaux qui contiennent des éléments fertilisants, et on en parlait tout à l'heure. Donc, quand vous lavez des betteraves, vous avez dans la betterave c'est une plante qui est exigeante en potassium. Le potassium, vous allez le retrouver dans l'eau, mais vous avez aussi de l'azote qui est organique, très peu d'azote minéral. Quand on apporte des lames d'eau de 50, 60 jusqu'à 100 mm en fonction des types de sol, en fonction de la période où on apporte, tout à l'heure vous avez entendu parler de lessivage ou lixiviation ou de lames d'eau drainantes, il faut que quand on apporte cette eau-là sur les sols agricoles, que la teneur, que le reliquat d'azote minéral, ça j'espère que ça vous parle, soit le plus faible possible. Parce que si vous avez une lame d'eau drainante, et elle est drainante, que vous apportez 50 à 100 mm, elle est drainante. Donc il faut vider le profil en azote minéral pour que votre lame d'eau, qui ne contient pas d'azote minéral, n'emmène pas de nitrate en profondeur. Donc ça, on l'a travaillé depuis de longue date, et ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est des choses qu'on a appris très précocement avec les casimétriques, des choses qu'on retravaille parce que les casimétriques, elles ont 30-40 ans. Tout à l'heure, Benoît le disait, en 30-40 ans, les choses ont changé, les temps changent et la minéralisation change. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. En 30 ans, j'ai vu les choses bouger de façon importante. J'en suis à dire aux industriels, même maintenant les épandages qu'on fait à l'automne, il faut y repenser, il faut stocker l'eau. Alors ça fait des investissements colossaux. Et là, on compte sur les agences de l'eau. Nous, on est plutôt sur l'agence de l'eau Seine-Normandie qui fonctionne, qui nous aide, qui aide les industriels à 40%. Mais en fait, il faut savoir que pour 1 mètre cube que vous stockez, ça vous coûte entre 15 et 25 mètres cubes d'investissement. Pour derrière avoir de l'eau à la bonne période, pour qu'elle ne participe plus au drainage et à la recharge des nappes avec le risque d'emmener vers la nappe des nitrates, et que vous l'ayez plutôt disponible au printemps, pour venir en printemps-été, pour venir sur des cultures éventuellement de céréales, et après sur des cultures d'été qui ont besoin de beaucoup plus d'eau. Vous avez, moi je suis des usines qui sont au sud de Paris, enfin juste en dessous de Paris, les sucreries. Eh ben, 1 année sur 3, on apporte de l'eau, les premiers apports d'eau se font sur céréales, parce que ça commence déjà à être sec
en avril-mai. Et donc, alors on a la chance, nous, d'être beaucoup plus haut, et quand on regarde ce que le GIEC nous prédit, on ne devrait pas avoir de trop sec, mais les années se suivent et ne se ressemblent pas. On a des années sèches, on a des années humides, et on a surtout, et Benoît le disait tout à l'heure, on a surtout des épisodes très violents qu'on ne connaissait pas, même chez nous, enfin, même dans les Ardennes, quoi. Donc il faut se préparer à ça. Ça va être votre travail de dire, mais voilà, maintenant on est responsable, il faut qu'on gère l'eau au mieux. Les agriculteurs ont fait pas mal de cultures intermédiaires pour faire plaisir à la réglementation. Mais l'idée, c'est pas de faire plaisir à la réglementation. L'idée, c'est de faire de la matière végétale qui capte l'azote, de l'azote que vous avez apporté pour qu'il y ait un minimum qui reparte vers l'atmosphère, un minimum qui reparte vers la nappe, pour refaire de la matière organique, parce que cette matière organique, elle est importante pour les cultures, pour la structure du sol, pour les cultures, parce que cet azote, c'est de l'azote que vous n'aurez pas acheté. Et vu ce qu'on nous annonce au niveau des prix de l'azote, c'est quand même plus sympa que l'azote il soit dans le sol et il vienne des cultures. En plus, si vous mettez des légumineuses en association pour capter l'azote, enfin pour avoir un pool d'azote dans le sol, cet azote-là, vous ne la payez pas. Alors certes, il faut mettre en place un couvert, mais tant qu'à faire, quand on met en place un couvert, allons-y, il faut qu'il soit efficace. Parce que même si c'est que pour faire plaisir à l'administration, vous avez quand même le tracteur qui se déplace. Donc il faut mieux réussir. Et on réussit. Et moi, ce que je dis aux agriculteurs, comme disant, on n'a pas pu les implanter, on va avoir une dérogation. Je dis, t'as se mettre tes colzas ? Ah ouais. Ben, j'ai dit, si tu penses que tes colzas ils vont démarrer, ta culture intermédiaire, tu pouvais la semer en même temps, tu vas voir, elle va démarrer. Et si elle ne pousse pas quand on l'implante, c'est parce qu'il fait sec, mais c'est bizarre, après, elle finit par pousser, on finit par avoir des résultats. Il faut vraiment aller chercher cet azote minéral, parce que tout à l'heure, on parlait de 100 mg, mais est-ce que vous avez en tête la lame d'eau drainante qu'il faut pour avoir rien que 44 mg 44 mg, c'est 10 kg d'azote dans 100 mm d'eau drainante. C'est rien, 10 kg d'azote. Donc il faut vraiment être bon, être techniquement bon, mais surtout derrière, ce qui est important, c'est d'augmenter, de capter ça, d'augmenter la teneur en matière organique de vos sols, parce que c'est de la résilience par rapport au changement climatique. Vous avez un sol qui va mieux être résilient, qui va plus capter d'eau, et vous avez aussi un sol, quand vous avez des étés, comme vous avez eu cette année, un été un peu humide avec de la température, qui a pu relarguer plus d'azote et que les cultures ont pu pomper. Moi, j'ai des exemples d'exploitation où il y a eu des rendements sur colza bien plus importants que ce qui a été apporté en azote. On ne pouvait pas s'attendre à ces rendements-là parce que le sol est libéré. Le sol, c'est un capital. Le sol, c'est un capital que vous devez maîtriser, que vous devez essayer de comprendre, de connaître. Et il faut vraiment connaître les mécanismes fins du fonctionnement du sol. Et ça vous aidera à mieux maîtriser l'avenir parce que vous allez avoir davantage d'épisodes compliqués par rapport à ce qu'ont vécu nos parents ou nos grands-parents. Là, tu voulais réagir. Oui, je voulais compléter un petit peu sur des épisodes compliqués là. Et c'est des chiffres pour les Ardennes, c'est pas pour Marseille. On aurait d'ici 2050 entre 11 et 50 jours consécutifs sans pluie. Donc c'est 130 jours où les sols sont secs dans les Ardennes. Donc jusqu'à présent, on arrive à maintenir des rendements relativement honorables dans le département des Ardennes parce qu'on a encore de la pluie qui rend encore les engrais efficaces. Mais 130 jours de sol sec, c'est la moitié de l'année, d'ici 2050. 20% d'événements extrêmes encore en plus. Donc événements extrêmes, ça peut être des sécheresses, ça peut être des tempêtes, mais ça peut être aussi des grosses précipitations. Et dans les précipitations, ça peut être jusqu'à 15 à 40% de précipitations en plus que ce qu'on a aujourd'hui. Paradoxalement, on aura 130 jours de sol sec. Donc ça veut dire que les précipitations vont se concentrer sur des laps de temps très courts. Donc par rapport aux problématiques qu'on vit aujourd'hui là, sur l'érosion des sols, sur tout un tas d'éléments, demain, c'est le combo explosif. Donc 2050, c'est dans très très peu de temps. Donc ça veut dire que la réaction, c'est vraiment aujourd'hui ou c'est demain, mais c'est pas dans 10 ans. Si on veut restaurer des sols fonctionnels, un peu ce qu'expliquait Louis à l'instant, où on prend en compte comment un sol fonctionne et comment il peut justement permettre d'auto-fertiliser un peu les cultures, de limiter les pertes en nitrate, de fixer éventuellement des molécules chimiques qui sont des herbicides, des fongicides, etc. Il peut en filtrer, ça peut être un véritable allié, mais il va falloir en prendre très très soin
dès maintenant, quoi, hein. Pour restaurer un sol qui est un peu dégradé, ça ne se fait pas en 2 ans. Hein. C'est 10 ans, 15 ans, voire 20 ans dans certains cas de figure. Donc 20 ans, on est en 2025, 2050, voilà. Donc voilà, bouge ton exploitation, c'est par rapport à l'enjeu de l'eau, pour le coup, vous voyez, c'est tout de suite, quoi. Voilà. Alors, si on devait détailler peut-être des solutions un peu plus concrètes, on a parlé des couverts, est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place à l'échelle des exploitations agricoles ? Moi, je veux bien revenir sur les couverts, parce que j'en ai pas parlé plus que ça au niveau de l'agro-industrie. Nous, on fait des épandages toute l'année. On a une dérogation pour faire de l'épandage à l'automne. Mais on a des couvertures de sol qui sont au minimum de 14 semaines. Vous qui avez fait des stages ou qui allez faire des stages, regardez un peu par rapport à ce qui est fait au niveau agricole habituel. On est sur des périodes beaucoup plus longues et 14 semaines, c'est un minimum. Il faut que, même si on fait des épandages fin décembre, il faut que les couverts soient encore en place. Donc on peut être sur 17, 20 semaines, c'est quand même beaucoup. Et ça permet de ne pas ramener au sol des couverts, de la matière organique qui se minéraliserait rapidement, comme l'a rappelé Benoît tout à l'heure, avec des températures de sol qui permettent une minéralisation très rapide. Donc faire des couverts longs est une bonne solution. La bonne solution aussi, c'est de mélanger les espèces. Alors certains aiment bien mettre que de la moutarde, parce que c'est vrai que c'est relativement sympa pour les chasseurs, mais il y a peut-être d'autres choses à regarder, des associations avec des légumineuses, parce que techniquement, quand vous allez emmener plus longtemps vos cultures intermédiaires, vous avez un risque d'avoir beaucoup plus de carbone et du carbone moins facilement dégradable. Donc si en même temps vous avez une culture intermédiaire en mélange qui est une légumineuse, ben, ça peut éviter de faire des fins d'azote au printemps. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut que vous travailliez, que vous regardiez de près, voir un petit peu quelles sont les associations qui poussent bien. Et quelque part, quand on met des associations, on a aussi plus de chances d'avoir des développements de couverts quand les années sont un peu compliquées, quand on a des années sèches. Le fait d'avoir plusieurs espèces, on minimise le risque de mauvaises pousses de culture intermédiaire. Alors les couverts, c'est plutôt en zone de grande culture, mais si j'ai bien suivi la présentation de Fabien, il faudrait presque refaire plus de prairies, plus d'élevage. Non ? Je peux répondre. Alors j'ai facile à répondre du côté bassin-rameuse, hein, parce que on est sur des exploitations qui sont plus, enfin, où on a de la polyculture élevage, en tout cas. Et simplement préciser, effectivement, nous, pour la reconquête des captages, c'est ce à quoi on s'emploie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à il y a 7-8 ans, on travaillait sur la bonne dose au bon moment, en se disant, ben voilà, en améliorant la fertilisation de quelle culture que ce soit, hein, on va arriver effectivement à optimiser. Alors certes, on a des progrès, mais on n'arrive jamais complètement, si on a un assolement qui est complètement défavorable, hein, par rapport aux chiffres dont je vous donnais tout à l'heure, hein, sur un bassin versant, on n'y arrive pas. On n'arrive pas forcément à suffisamment récupérer la qualité de l'eau. Je veux vous reprendre, alors, on est passé en fait de la bonne dose au bon moment à autre chose qui s'appelle la bonne culture au bon endroit. Grosso modo, la bonne culture, ça va être une culture dont on sait que l'impact sur la qualité de l'eau sera le plus faible. Alors, la culture facile, c'est la prairie. Alors, beaucoup ne considèrent pas la prairie comme une culture. Pour nous, c'est une culture. Et chez les éleveurs, elle est vraiment quand même assez importante. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait. Là, je vais revenir sur mon bassin versant de 22 000 hectares, là, dont la flotte alimente la ville de Metz. Quand on a commencé à travailler là-bas, on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à avoir plus de cultures, de ce qu'on appelle de cultures à bas niveau d'impact. Culture à bas niveau d'impact, c'est des prairies, alors même prairies temporaires. Ça peut être de la luzerne, ça peut être des cultures un peu spéciales comme du miscanthus, parce que le miscanthus, c'est là relativement longtemps et ça tient bien à l'eau. Et ça relargue très peu de nitrates. Ça peut être des cultures comme du tournesol éventuellement aussi qui ont besoin de très faibles en azote, etc. Et donc on a travaillé et on est rentré, on a financé aux collègues de la Chambre. Ils ont fait ce qu'on appelle des diagnostics technico-économiques. Grosso modo, vous rentrez dans une exploitation, vous regardez comment elle fonctionne d'un point de vue technique et économique. Et puis, vous faites des propositions en disant est-ce que vous ne pouvez pas réintroduire des cultures à bas niveau d'impact ou aller encore plus loin ?
Alors, en culture d'élevage, par exemple, ça va être dire, tiens, si vous réintroduisez de la prairie temporaire, si vous réintroduisez de la prairie permanente, si vous réintroduisez un peu de luzerne ou de trèfle. Alors bon, quand on est par exemple sur des parcelles, comme je disais tout à l'heure, où on a des gros à-coups climatiques et que les gars ils font 3-4 tonnes ou 5 tonnes de matière sèche de maïs, voilà, est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver autre chose, quelque chose qui soit un peu plus résilient? Et effectivement, il y en a qui ont réussi à réimplanter de la luzerne ou des prairies temporaires ou du trèfle, voilà, de ce type de culture, et qui a fait que finalement ils ont un peu changé leur système fourrager. Et au final, se sont rendus compte qu'ils ne perdaient rien d'un point de vue technique, ils ne perdaient surtout rien d'un point de vue économique. En plus, on pouvait leur proposer la mise en place de mesures agro-environnementales ou de paiement pour services environnementaux. On va pouvoir en reparler tout à l'heure, je vous redéfinirai ce que c'était. Donc, quelque part, les accompagner pour un changement un petit peu de système et qui font qu'ils s'en sortent aussi bien aujourd'hui. Et pour vous dire, on a des agriculteurs aujourd'hui qui ont globalement bien joué le jeu. Et ces pics, depuis 2023, on n'en a plus aucun. C'est-à-dire qu'on n'a plus de concentration en nitrate très élevée sur ce bassin versant, alors qu'on se prend quand même des à-coups climatiques. Donc on a récupéré, on est passé de 37% de culture à bas niveau d'impact à 47% aujourd'hui. On a augmenté de 10 points. Ce qui fait qu'on a des cultures qui font tampon. Nous, ça nous va bien pour la qualité de l'eau. Les agris, eux, ils s'en sortent parce qu'ils n'ont rien dégradé par rapport au chiffre d'affaires de leur exploitation, par rapport à leurs revenus, et ça leur va plutôt bien. Donc voilà, on peut trouver des solutions, entre guillemets, gagnant-gagnant, et c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu partout. Voilà, c'est un exemple, mais vous en avez peut-être d'autres. Voilà. Oui, moi je voudrais revenir sur une culture bien précise, c'est la luzerne. Alors la luzerne, vous allez me dire, c'est une légumineuse, c'est bizarre, sous une légumineuse. Comment ça se passe? Sous celle-là, la luzerne, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est nitrophage, c'est qu'elle va aller consommer tout l'azote minéral du sol, donc sous forme nitrate, avant de faire marcher ses nodosités. Et par définition, c'est une plante épuratrice. Et au niveau de l'agro-industrie, nous, c'est une plante qu'on utilise beaucoup pour faire d'épandage des effluents de déshydratation de luzerne, parce que c'est des effluents qui sont chargés en azote, qui sont disponibles à un moment où il n'y a pas besoin sur des cultures de blé, sur des cultures de betterave, et c'est la seule culture sur laquelle on peut valoriser. Mais c'est une culture qui va pomper jusqu'à 250 kg d'azote, enfin la plus grosse partie de ses besoins, elle va aller le chercher dans le sol si on lui apporte. Et c'est quand même une culture relativement géniale pour l'agro-industrie, pour pomper, voilà, mais aussi sur des périmètres de captage, sur des zones sur lesquelles on a besoin de vider les profils en azote minéral, ou passer derrière une luzerne, il ne reste plus rien. Alors après, quand on va la retourner, oui, ça commence à se libérer, mais la luzerne, elle a aussi besoin de beaucoup d'eau, et quand vous retournez une luzerne, le drainage, il ne recommence pas tout de suite, parce que vous avez des sols qui sont très très secs. Mais voilà, mais c'est quelque chose qui doit c'est vraiment une culture à mettre en avant. Et je souhaite saluer quand même l'agence de l'eau rameuse pour utiliser le terme BNI en bas niveau d'impact, ce que j'aime bien, parce qu'il y a une autre lecture qui est le bas niveau d'intrant, et je ne suis pas sûr que ce soit cette lecture-là qu'il faut avoir. Moi, je préfère le bas niveau d'impact. Merci. Benoît, tu voulais réagir aussi? Oui, c'était après par rapport aux solutions, parce que bon, c'est vrai que l'élevage, c'est certainement l'une des meilleures solutions dans les bassins versants où avoir de l'herbe, quoi. Après, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, moins 35 000 hectares ou moins 40 000 hectares rien que pour le département des Ardennes. Ça veut dire qu'on a mis un peu la filière sous tension, on a mis les éleveurs sous tension, notamment d'un point de vue économique, où on n'a pas rémunéré la viande à sa juste valeur, au-delà de l'aspect nourriture, mais aussi par rapport à son service environnemental. On l'a quand même largement négligé. À un moment donné, on a aussi imposé des mises aux normes qui ont fait arrêter des élevages, alors que nous, dans les cours d'eau, avant les mises aux normes, il n'y avait pas forcément tant de problèmes que ça au niveau des cours d'eau. Enfin bref, donc aujourd'hui, malgré tout, il y a encore des surfaces qui sont en culture et qui seront encore demain en culture. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est l'objectif en fait d'aggrader les sols, quoi, et non pas de les dégrader, quoi. Donc vraiment améliorer leur fonctionnement et de repartir sur des choses qui sont très basiques, et notamment la gestion en fait des matières organiques qui sont apportées. Alors les premières matières organiques apportées, ça peut être les résidus de culture. Et en fait,
fait, quand vous apportez des résidus de culture, c'est de la matière organique labile. Tout à l'heure, Fabien parlait des forêts. La forêt, ça fonctionne. Hop, il y a l'arbre, les arbres, etc. Les feuilles tombent au sol. On les mélange pas, on ne les incorpore pas. Pour autant, elles repartent dans la chaîne alimentaire. Et donc, dans les sols agricoles, c'est la même chose. Ils ont été formés de la même manière au cours des milliers d'années qui sont avant nous, quoi. Donc, si vous mettez cette matière organique-là au sol en surface, évitez de l'enfouir ou superficiellement. En fait, vous allez recréer le système naturel du fonctionnement du sol, quoi. Et donc, en fait, le fonctionnement du sol, il est basé sur notamment la faune qui habite là-dedans. Donc, on parle souvent des vers de terre, mais grosso modo, vous avez entre 8 et 10 tonnes d'éléments vivants sous nos pieds par hectare. Donc, c'est énorme. Donc ça, il faut la nourrir. Si vous la nourrissez, elle va faire son activité. Elle va avoir une activité intense. Et en plus, d'autant plus intense qu'aujourd'hui, on a des températures de sol qui sont favorables à leur activité, on va dire pratiquement 11 mois sur 12. Enfin, les périodes de gelée qu'on a aujourd'hui, ça se compte sur les 2 doigts de la main, quoi. C'est par an, malheureusement, c'est comme ça. Donc, il va falloir les nourrir. Et en les nourrissant, en fait, ils travaillent et ils créent de la porosité. C'est de la porosité qui est d'origine naturelle. Donc, c'est celle qui est durable. Ils sécrètent des cols, ils sécrètent tout un tas de choses, des exudats. Et en fait, ça rend le sol très cohésif et résistant en fait, à l'agression, notamment de l'eau. Donc, on a des sols qui deviennent poreux. Donc, qui dit poreux, ça veut dire que l'eau rentre dans les sols. Donc, ça va alimenter aussi les nappes, contribuer à la bonne alimentation des nappes. Et encore la semaine dernière, vendredi, on était en profil de sol. Un exploitant qui travaille différemment ses sols depuis une dizaine d'années. Et puis, notre parcelle qui était juste à côté, qui venait de reprendre par des échanges, qui était conduite en labour systématique tous les ans. Donc sous le profil du labour systématique tous les ans, voilà, on a une ambiance relativement grasse en surface, et puis à partir de 25 cm, c'est très sec. Aujourd'hui, je vous dis, c'était il y a 4 jours. Donc on fait le même type de profil dans la parcelle qui est conduite en non-labour, en travail du sol mais non-labour. Et là, on se rend compte qu'on a un profil qui est frais sur 50 cm, mais qui n'est pas surgras en surface, mais on a une fraîcheur qui se traduit sur tout le profil. Donc ça veut bien dire que l'eau arrive à circuler dans le sol, elle arrive à s'infiltrer. C'est que le sol est capable de se régénérer et de refaire ses stocks d'eau. Et l'eau qu'elle a en excès, ça part pour réalimenter les nappes. Et si vous avez un sol qui est bien fonctionnel, qui est bien pourvu en matière organique, pour peu qu'il soit couvert, une bonne partie de l'année, si ce n'est toute l'année, il va produire de l'azote, il va alimenter le couvert, mais il va aussi produire de la matière organique. Et cette matière organique-là, c'est un filtre, c'est du carbone. Dans les stations d'épuration, on met quoi dans les stations d'épuration pour filtrer l'eau? C'est des filtres à charbon. Donc dans le sol, vous avez le même pouvoir, le même fonctionnement. Donc ça peut capter tout ça, mais il faut avoir des sols fonctionnels. Et ayez en tête un petit ratio pour que les sols soient fonctionnels. Le minimum, c'est par rapport au taux d'argile. Si vous avez 20% d'argile dans vos sols, il faut que vous ayez à peu près 3,4% de matière organique dans votre sol, et notamment de la matière organique labile. Et en fait, c'est grosso modo, vous multipliez par 1,7. Et quand vous arrivé à ce système-là, en fait, votre sol est capable de travailler tout seul, est capable de recréer ses porosités, de s'aérer, et il y a moins besoin d'aller travailler avec des outils. Donc des outils de travail du sol qui coûtent cher en carburant, qui coûtent cher en main-d'œuvre, qui coûtent cher, le matériel par lui-même coûte une fortune. Aujourd'hui, la situation économique des exploitations sont quand même assez tendues parce que les prix sont bas. Donc il y a une marge de manœuvre qui est quand même assez intéressante, c'est notamment les charges de mécanisation. Et en fait, quand on se rend compte qu'on diminue l'impact sur le sol, on diminue le travail sur le sol, et ben en fait, on se rend compte que le sol va mieux progressivement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est 10 ans, 15 ans, je vous l'ai dit. Mais à terme, voilà, c'est des économies pour les exploitations. Et il y a même de multiples exemples qui montrent qu'en fait, les sols qui sont moins oxydés, c'est-à-dire qu'on appelle un sol oxydé, c'est un sol qui est travaillé régulièrement. Si vous travaillez un sol régulièrement, vous le brassez, etc., l'image qui va bien avec ça, c'est vous mettez du bois dans une cheminée. Vous avez tous une cheminée, vous avez tous vu un jour du bois dans une cheminée. Si vous ouvrez l'air à fond, qu'est-ce qui se passe? Vous amenez de l'oxygène à fond dans la cheminée, et le bois, il va se consumer en un rien de temps. Vous fermez l'air, vous avez moins d'oxygène, le bois se consomme moins vite. Le bois, c'est du carbone, donc c'est là aussi potentiellement de la matière organique. Dans les sols, c'est pareil. Plus vous travaillez le sol, plus vous mettez d'oxygène dans le sol, plus vous l'oxydez, donc plus vous dégradez la matière organique. Donc voilà, vous voyez il faut trouver le bon équilibre, c'est sûr. Moi, je ne prône pas le zéro travail du sol, le semi-direct, parce que dans nos secteurs, c'est pas très adapté. Ça marche une année sur 5, une année sur 10. Mais il faut arriver à faire des travails du sol au bon moment, bien séquencés, et qui puissent aider la plante sans dégrader le sol.
Donc, en changeant ces pratiques dans un sens qui est favorable à l'eau, on est aussi favorable aux résultats de l'exploitation agricole. C'est ça. Et donc, Fabien évoquait aussi les PSE, donc les paiements pour services environnementaux. Ça, c'est encore le petit bonus à aller chercher. C'est le bonus ça peut être potentiellement le bonus à aller chercher. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut changer de système, changer de système d'exploitation ou d'assolement et de choses comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Quelque part, il faut réussir à accompagner cette transition. Et la transition, elle peut se faire par différents moyens. Il peut y avoir des aides, effectivement, d'accompagnement, ce que je disais tout à l'heure, l'accompagnement technique. Il peut y avoir des mesures agro-environnementales, il peut y avoir des aides à l'acquisition de matériel. Tout ça, l'agence finance. Et il y a aussi un autre dispositif qui est les paiements pour services environnementaux. Et en fait, grosso modo, on part du principe, par exemple, qu'une culture comme, je ne sais pas moi, l'herbe, on va reprendre l'herbe, il y a l'agribio, tiens, je ne l'ai pas cité non plus, mais rend un service environnemental. Et donc, en gros, ça revient à financer ce service environnemental. Et tout ça, on retrouve ces dispositifs-là. On l'a, par exemple, sur l'exemple dont je citais tout à l'heure. C'est la ville de Metz, enfin, le syndicat des eaux de la région Messine, dit, voilà, il y a des agriculteurs qui changent de pratique. Nous, on va accompagner ce service, on va accompagner ce changement en finançant des paiements pour services environnementaux. Ils ont mis un hectare d'herbe, je finance le service environnemental rendu par cet hectare d'herbe. Donc il y a tout un dispositif qui se monte et en général ça se passe très bien parce que ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du national. C'est un dispositif qui est vraiment construit entre les agriculteurs et la collectivité et nous et qui est adapté vraiment au territoire. Voilà. Donc le service environnemental d'un hectare d'herbe ne serait pas le même ou le prix ne serait pas le même sur cette partie-là des Ardennes que par exemple en Alsace ou au-dessus de Reims par exemple. Voilà, on serait sur quelque chose de complètement différent. Et je voulais aussi dire, on a un autre dispositif aussi. Donc ça, c'est ce qui aide à la transition. Mais on a un autre dispositif, on accompagne en fait les filières, entre guillemets. Je pense que ça, c'est important aussi à dire. Puisque un agriculteur peut nous dire, ouais, mais t'es bien gentil, toi, tu veux qu'on refasse de l'herbe, etc. Moi, j'ai du mal avec mes élevages, etc. Et l'idée, c'est d'accompagner aussi sur les filières, de mettre en place des dispositifs de filières pour accompagner, justement, augmenter éventuellement le revenu d'un agriculteur pour valoriser ses produits. Typiquement, ce qu'on a fait avec l'agglo-Messine, c'est de se dire, voilà, les agriculteurs rendent un service environnemental sur le territoire. Nous, ville de Metz, on va aller chercher des produits qui sont produits de façon vertueuse et on donne une petite plus-value à ces produits-là. Donc quelque part, il y a un échange entre le rural et l'urbain. Voilà. Et on aide à mettre en place ces dispositifs. Par exemple, on est en train de travailler sur un dispositif où on valorisera de la production de lait en yaourt pour la restauration hors domicile. Voilà. Donc ça va valoriser un petit peu de lait. Et donc une certaine plus-value pour l'agriculteur et le fait qu'il garde par exemple de l'élevage à l'herbe, mais qui garde de l'élevage surtout, et qui ne soit pas tenté de retourner. On va pouvoir aussi travailler, aider à un accompagnement sur la main-d'œuvre, sur la transmission des fermes. Voilà. C'est tout ça dont l'agence peut filer un petit coup de main. Dans l'idée, c'est de trouver vraiment un système un petit peu gagnant-gagnant, quoi, entre guillemets, pour justement valoriser ces productions à bas niveau d'impact. Donc des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Des fois, il y a le marché qui va complètement contre nous. Et voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien d'arriver à trouver ces solutions-là. Oui, si je peux me permettre, si vous devez aller dans ce sens-là, les premières zones sur lesquelles il faut faire ces efforts-là, alors ça ne va peut-être pas vous parler, c'est les zones AEP, alimentation non potable, les zones AAC, aires d'alimentation de captage, parce qu'en fait, c'est sur ces zones-là où vous avez du drainage, enfin ça draine partout, mais ces zones de drainage qui vont drainer, elles vont se retrouver un jour ou l'autre au robinet du village ou de l'ensemble des villages qui sont connectés en fonction de comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment là où il faut faire le plus attention dans un premier temps, parce que c'est l'eau que les gens vont avoir au robinet, l'eau que vous allez tout simplement vous-même avoir au robinet. Gardez-le en tête et posez-vous la question sur les zones sur lesquelles vous habitez, où sont les AEP. Alors, donc c'est l'aire d'alimentation de captage, l'aire d'alimentation, aire de potable. L'AEP, c'est l'alimentation en eau potable. Sur un captage, par exemple, alors une captage, c'est, vous voyez, il y a un point de captage
Et en fait, ce qui est dessiné, en fait, c'est l'aire d'alimentation de captage. C'est la zone en fait, d'emprunt. C'est là en fait, où, quand il y aura une goutte d'eau qui va tomber, vous êtes sûr qu'un jour ou l'autre, elle arrivera au captage. Alors, une aire d'alimentation de captage, ça peut être 50 hectares, mais ça peut être 5000 hectares. Voilà, en fonction de l'hydrologie, en fonction de l'eau de la quantité d'eau qui est prélevée. Et effectivement, on ne raisonnera pas forcément de la même façon. Tout à l'heure, je vous prenais le bassin versant de la ville de Metz, c'est 22 000 hectares. Mais on a des captages ici, sur ce territoire-là, où on a ces 100, ces 150 hectares d'aire d'alimentation. Voilà. Et des fois, il ne suffit de pas grand-chose. Il suffit de remettre en herbe ou d'avoir quelque chose, une culture à bas niveau d'impact qui soit mise, ou faire attention, par exemple, sur les couverts, etc. Et ça suffit à recontribuer. On redescend très vite en termes de teneur en nitrate, par exemple, ou de phyto même. Voilà. Donc il y a des fois pas grand-chose à faire pour y arriver. Mais effectivement, c'est important. De toute façon, de l'eau potable, vous en avez besoin aussi pour les animaux, vous en avez besoin pour... voilà. Donc je pense que c'est vraiment hyper important. Voilà. Finalement, on revient à notre point de départ, qui est de dire on est tous concernés par la qualité de l'eau, vous êtes tous concernés par la qualité de l'eau, vous avez un impact en tant qu'agriculteur, et les solutions, on n'en a évoqué qu'une partie, mais elles existent, il n'y a plus qu'à les mettre en place, finalement. En plus des solutions, là, tout à l'heure on parlait de restauration des sols, je vous ai dit que ça prend 15-20 ans, donc c'est assez long. Il ne faut pas oublier aussi l'aménagement du territoire. Je travaille dans un service qui s'appelle l'aménagement du territoire. Donc pour les problématiques notamment de ruissellement, d'érosion, etc., on préconise des aménagements qu'on appelle l'hydraulique douce. Donc c'est des haies, c'est des bandes enherbées, c'est des talus, c'est tout un tas de dispositifs qui rendent service aussi aux collectifs, qui vont potentiellement rendre service aussi à l'agriculteur, puisque ça permet malgré tout de maintenir les sols dans les parcelles. Ça permet d'accompagner le fait que si on change nos pratiques, on va mettre 15-20 ans, donc ça permet aussi d'accompagner ça. Une haie est efficace pour limiter les problèmes de ruissellement. On parle tout à l'heure des captages. Quand vous avez de la terre qui est arrachée dans les parcelles, cette terre-là, à un moment donné, elle se dépose, soit elle finit dans le cours d'eau, soit elle se dépose avant. Donc là où elle se dépose, vous avez des concentrations en fertilisants, vous avez des concentrations en désherbage, en produits phyto, qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'il peut y avoir sur une parcelle. Donc si elle est arrêtée avant, vous aurez moins de phénomènes de concentration en bas qui vont s'infiltrer ou qui vont descendre dans les nappes. Donc vous voyez, tout compte, quoi. Donc après, il y a des financements qui existent, mais il faut aussi une volonté de tout le monde, hein, à la fois les collectivités aussi, hein, les communes, mais aussi des agriculteurs, des propriétaires, pour faciliter la mise en place de ces éléments-là, quoi. Juste, vous avez bien compris, nous, on travaille sur la base du volontariat des agriculteurs. Il y a des territoires où ça se passe très bien parce que entre la collectivité qui distribue l'eau et les agriculteurs, il y a des solutions qui sont trouvées. Je veux dire, on a des exemples pas très loin d'ici, hein, où on a pu restaurer la qualité de l'eau. Hein. On a Tailly, Tis, hein, pour ceux qui connaissent, on est en train de récupérer la qualité de l'eau. Il y a d'autres endroits où ça se passe pas très bien, les agriculteurs ne veulent pas jouer le jeu, il y a des mauvaises ententes sur le territoire, et on a des dégradations de la qualité de l'eau. Hein. Je prendrai par exemple l'exemple de Saint-Marcel, l'exemple de Villers-sur-Bar, où effectivement, là, ça dégrade complètement. Et nous, on arrive à notre limite. On arrive à notre limite et on demande à ce que la réglementation s'applique. Parce qu'on n'est plus capable, on ne sait pas accompagner, donc on dit, au bout d'un moment, l'agriculteur qui travaille mal, il faut qu'il soit pénalisé, entre guillemets, quoi, parce qu'on n'a pas cette solution-là. Voilà. Malheureusement, je dirais qu'il y a 50% des cas où ça marche bien, et donc forcément 50% des cas où on a des échecs. Voilà. Alors, je connais bien le territoire de Saint-Marcel. Et là, je refais le lien avec ce que je disais avant. Bien sûr que sur les zones AEP, AAC, il faut être vigilant sur la façon de travailler. Mais il faut être aussi vigilant de ne pas stocker de matière organique, de produits résiduaires organiques, des tas de fumier, des tas de fientes dans ces zones-là. Parce que même si vous travaillez bien à côté, malheureusement, quand on est au champ et qu'on a des tas, on a quand même des pertes qui sont incontrôlées, qui peuvent être... J'ai pas d'idée de leur... Voilà, mais en tout cas, il ne faut pas prendre le risque de stocker des matières organiques sur des zones AEP, des zones AAC, parce que même si vous travaillez bien à côté, ça peut diminuer ou voire contrarier totalement le travail qui est fait à côté. Et ça s'appelle le respect de la réglementation, hein. Tout simplement. Hein, voilà. Il y a beaucoup trop de captages où on voit effectivement que
il y a des tas de fumier qui sont déposés, qui ne bougent même pas. Voilà. Et en fait, un tas de fumier doit bouger. Voilà. Il ne doit pas rester. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est la réglementation qui doit s'appliquer. Alors, la réglementation, moi, je ne demande pas à ce qu'il y ait une pénalité. Hein. Enfin, je veux dire, on n'en est pas là. Mais c'est simplement de dire, de rappeler les règles à proximité d'un captage, parce que des fois, l'agriculteur ne le connaît pas. Mais quand on explique, souvent un agriculteur va le déplacer, va aller épandre, etc. Mais des fois, il n'en a rien à faire, quoi. Enfin, voilà. Il faut aussi le dire, quoi. Des fois, ça se passe très mal. On va peut-être conclure là-dessus. Donc, la morale de l'histoire, c'est l'eau sous tension, agissons avant que ce soit trop tard ou avant d'être obligé de le faire par l'administration, parce que vous avez tous intérêt à le faire. Et puis au-delà de ça, la météo qui nous annonce, plus on va attendre, plus ça va être compliqué de le faire, quoi. Si on n'a pas d'eau pour faire pousser des plantes, pour faire de la biomasse, pour faire de la matière organique, ça va être très très compliqué. Donc quand j'entends qu'il y a malheureusement des tas de fumiers qui ne sont pas épandus ou que c'est considéré plutôt comme un déchet, je suis désolé. Enfin, c'est de l'or en barre qui doit être je dirais, plus que valorisé et respecté. Et du coup, bien intégrer ça. Demain, si vous travaillez sur des exploitations ou futurs chefs d'exploitation, si vous avez des matières organiques à épandre, déjà vous réfléchissez bien à quel moment il faut que je les épande par rapport à qu'est-ce que c'est que matière organique, et surtout les respecter, puisque c'est de l'or que vous avez à disposition pour aggrader vos sols, quoi. Et donc voilà, il faut vraiment que vous intégrez tout ça, quoi. Juste encore un exemple, je pense que vous serez là cet après-midi sur l'atelier méthanisation. Si vous avez une question à poser, alors je vais vous soumettre quelque chose quand même. La méthanisation, pour nous, à la base, c'est très vertueux. Voilà. Sauf que souvent, lors du montage d'une installation de méthanisation, c'est souvent pensé pour injecter un maximum de gaz, mais le déchet, voilà, c'est aussi pas forcément hyper bien considéré. Donc on se retrouve avec des capacités de stockage minimales et en fait sur des épandages à contretemps. Alors dans un premier temps, ça s'est passé, sur les premiers, ça s'est passé, je peux vous le dire parce que moi je vis entre guillemets dans un village où il y a un méthaniseur, hein, c'est un copain, hein, l'agriculteur. Et en fait lui disait, moi je veux ça parce que ça m'évitera d'acheter de l'engrais azoté. Okay. Et en fait il s'est retrouvé la première année par exemple à épandre au mois de novembre, juste avant la flotte. Donc sur des périodes où il n'a pas le droit d'épandre, il s'est retrouvé à épandre sur sol nu, sur un champ bien en pente, forcément, parce qu'il ne pouvait pas monter, hein, le tracteur il serait planté direct. Hein. Donc voilà. Et derrière, on s'est pris 100 mm de flotte. Donc sur sol nu, fin novembre, je ne vous dis pas où est allé du suite l'azote qui était contenu dans le digestat de méthanisation, il est pour la rivière. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu fais ça? Tu me dis que tu veux économiser de l'azote et finalement tu en balances directement à la rivière. Et en fait, il comprend bien qu'il est sur un problème de capacité de stockage. Donc effectivement, ils ont investi sur leur méthanisation, sur des fosses, du stockage déporté, hein, sur des poches. Voilà. Et aujourd'hui, ils doivent arriver à peu près à 10 mois de stockage. Donc il arrive à épandre au bon moment, ce qui est plutôt très bien. Il a remis aussi des prairies temporaires, ce qui veut dire qu'il a une période d'épandage plus longue. Voilà, en tout cas, et ces prairies temporaires, en plus, c'est très bien pour sa rotation, puisqu'il s'est retrouvé avec, avec des problèmes de désherbage dans ses céréales. Et du coup, le fait d'allonger un peu sa rotation, il limite aussi la pression mauvaise herbe, etc. Donc tout ça, il est rentré dans un cycle vertueux. Mais aujourd'hui, malgré tout, il y a encore des soucis de capacité de stockage. Et on voit, alors ce n'est pas le cas dans les Ardennes, mais en Moselle, par exemple, et en Lorraine, de manière générale, on autorise de manière dérogatoire à épandre des digestats, là encore, à cette période-là. Voilà. On est sur vraiment un non-sens agronomique. Et je trouve vraiment ça dommage. Alors nous, d'un côté, je reprends mon petit bassin versant de 22 000 hectares, là, où effectivement, il y a un tas d'agriculteurs qui font des efforts pour la qualité de l'eau. Et de l'autre côté, on déroge, l'État déroge, voilà, parce que c'est l'État, qui déroge sur les conditions d'épandage. Et en fait, on va se retrouver avec des pics de nitrate dans la flotte, malgré tous les efforts qui ont été faits. Vous voyez, d'un côté, on injecte beaucoup d'argent, il y a des agriculteurs qui font des efforts, et de l'autre côté, tout ça peut être anéanti par des pratiques comme ça, ce qui est un petit peu dommage, quoi. Voilà.
Bon, on va s'en arrêter là. Juste une précision quand même. Non. Par rapport au fait de dire qu'on fait un méthaniseur pour faire du gaz, certes, avec un modèle économique, et en disant on va devenir autonome en engrais. Vous n'avez pas besoin de faire passer la matière organique dans un méthaniseur pour que votre sol pour qu'on puisse produire de l'engrais. Hein. Votre sol, c'est ni plus ni moins qu'une chaîne alimentaire qui va dégrader de la matière organique et qui va produire de l'azote, du phosphore, de la potasse et tous les 30 et quelques oligo-éléments dont les plantes ont besoin. Donc il n'y a pas ça, il faut arrêter avec ça. Vous n'avez pas besoin de passer par un méthaniseur pour que votre sol soit développer la fertilité de votre sol, d'accord ? Il faut sortir ça de l'idée, quoi. Après, le problème la méta, c'est que généralement, on importe beaucoup de matériaux qui viennent en dehors des zones d'exploitation, et en fait, on concentre de la matière organique sur l'exploitation dans le digesteur et qui permet ensuite de leur valoriser sur les parcelles. Mais ce n'est qu'une concentration de matière organique. Et votre sol, ayez ça en tête, il est capable de le faire tout seul, quoi. Et il le fait depuis des milliards d'années, quoi. Donc on n'a pas besoin d'avoir un digesteur pour faire de la fertilité des sols, quoi. On ne va pas déflorer tout de suite le thème de cet après-midi. Donc pour la méthanisation, il faudra revenir sur le coup de 16h, si je ne dis pas de bêtises. On va rester sur l'eau, 15h30. On va rester sur l'eau. Je vous propose qu'on en arrête là pour la partie présentation. C'est le moment de dégainer vos questions. J'ai vu plein de gens prendre des notes. C'est parti. Le micro est à vous. Je me présente, Gaëtan Aumont, technicien eau et assainissement à la communauté de communes de l'Argonne ardennaise. Donc c'est 95 communes, Rhin-Meuse, c'est Normandie. Ma question s'adresse à M. Potier sur votre exemple du bassin de Metz, donc du bassin de 22 000 hectares. Alors pourquoi je vous pose cette question ? C'est simplement parce que nous, on va mettre un contrat de territoire en place. L'objectif, justement, c'est la préservation de la ressource de 17 captages sensibles, PFAS, pesticides et phytosanitaires. Vous évoquiez le fait que le changement de pratique a permis un équilibre des exploitations agricoles. Est-ce que c'est véritablement, parce que c'est aussi pour construire le contrat de territoire, c'est de savoir si c'est uniquement le changement des pratiques qui a permis de garder cet équilibre, ou c'est parce que l'agence de l'eau Rhin-Meuse a apporté son soutien que les activités, que les exploitations agricoles ont réussi à avoir un modèle économique viable. Ouais, alors, dans l'idée, c'est effectivement déjà de voir ce qui est possible de faire. Hein, c'est les diagnostics technico-économiques. Donc ça, c'est soutenu par les collectivités qui demandent une aide à l'agence. Hein, donc il y a effectivement. Et l'idée, c'est de trouver effectivement un système d'exploitation qui puisse tourner en total sans aide de l'agence de l'eau. Mais l'idée, c'est de donner le petit coup de pouce qui permettent à l'agriculteur de s'en sortir. Et le petit coup de pouce, ça peut être les paiements pour services environnementaux, ça peut être une mesure agro-environnementale, ça peut être une aide spécifique pour des filières, ça peut être des aides pour le matériel, ou une combinaison de tout ça, entre guillemets. Voilà. Mais l'idée, c'est bien d'arriver, parce que, vous le savez, une mesure environnementale, c'est 5 ans, des PSE, c'est 5 ans. Voilà. Et donc, après, il faut arriver à faire en sorte que le système d'exploitation nouveau puisse tenir, quoi, dans la durée. Voilà. Sans aide. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Sinon, je peux vous en poser. Est-ce que vous aviez conscience de ces problématiques ? Est-ce que c'est arrivé chez vous d'avoir une coulée de boue, d'avoir l'eau du robinet qui était plus potable ? Parce que ça arrive. Près de chez moi, il y a plus de 20 ans, il y a un produit qui a été traité, tout ça, et c'est seulement découvert dans l'eau maintenant, à Achereaucourt. Voilà, on est sur les PFAS, là, ouais. Vous êtes dans les coins c'est ce qui débouche de Stenay, des bouts de... C'est lié à ça ? C'est vraiment un effluent, je crois, qui a été apporté il y a plus de 20 ans à Achereaucourt, ouais. Et puis c'est seulement des... Ouais. Oui, alors il y a effectivement ces cas-là, effectivement, où effectivement il y a eu des épandages qui ont été faits. Je crois que c'est des bouts de papeterie, il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, c'est du stockage, mais il peut y avoir éventuellement de l'épandage. Mais voilà. Et effectivement, voilà, ça pose effectivement des problèmes parce qu'à l'époque, effectivement, quand ça a été fait, alors ça a été stocké peut-être de manière, entre guillemets, pas dans les normes. Hein, voilà, c'est aussi un problème de réglementation. Mais vous voyez où ça peut conduire ce genre de choses. Parce qu'effectivement, après, ces PFAS, on peut les retrouver dans l'herbe, on peut les retrouver dans les cultures, ils sont dans les sols, donc forcément.
Et ça veut dire que les bestioles peuvent les bouffer, et puis après, ou des céréales voilà, qui peuvent être contaminées. Et donc, effectivement, on peut avoir des problèmes derrière, quoi. Mais alors, c'est un sacré problème, là, hein, parce que effectivement, bon, il y a du travail qui est en train d'être fait là-dessus, justement, pour voir, même dans le lait, hein, je sais que le lait est analysé, etc. Pardon. En théorie, il n'y a pas de passage. Pour vous donner mon expérience, en fait, le SIAP de Ténor, qui est voisin d'Acherecourt, on a eu le problème PFAS, et donc on était sur des taux 3 fois supérieurs à la moyenne. Donc c'est 0,1 microgramme litre. On est à 0,3 et Acherecourt sont autour de 3. Donc on est 30 fois au-dessus de ce qui est normalement possible. Ce qu'il faut savoir sur les PFAS, donc sur les 4 PFAS qui sont retrouvés, PFOA, PFOB, donc c'est des chaînes carboxyliques. Sur ces PFAS-là, en fait, il n'y a pas de passage important dans les denrées alimentaires, puisqu'en fait, le PFAS a de grosses difficultés à passer la barrière moléculaire. Par contre, il se stocke dans ce qu'on appelle les organes, donc tout ce qui est sanguin. Et donc, en fait, il y a une relative, on va dire, il y a une relative sécurité à consommer aujourd'hui les produits issus de l'activité agricole. Et le PFAS, alors les PFAS, il y en a beaucoup, hein, il y en a aujourd'hui que 20 qui sont contrôlés, il y en a 50 en tout, qui seront demain sur la directive européenne, et d'autres encore qui s'appellent les TFA, donc les plus petites molécules qu'on retrouve aussi dans les pesticides. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité de les capter via les charbons actifs. Donc normalement, sur Acherecourt, ils sont en train de travailler pour justement mettre en place un système de traitement adapté. Voilà. Et ça soulève peut-être un point qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est l'inertie. C'est quelque chose qui a été fait il y a 20 ans et on voit les résultats aujourd'hui. C'est vrai aussi pour les captages où on a des problématiques pesticides. Pour certains captages, c'est des pesticides qui sont plus autorisés maintenant, mais on les retrouve aujourd'hui dans l'eau. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas tarder pour prendre des mesures ou pour adopter des bonnes pratiques, parce que sinon on va le payer pendant un certain temps. Voilà. Il y a un exemple tout bête, hein, l'atrazine. L'atrazine, hein, c'était un des arbres en maïs, hein, pour les, je pense que vous en avez entendu parler quand même, hein, à interdiction 2003. Voilà. Il a été remplacé grosso modo par du S-métolachlore. On s'est dit, c'est la molécule miracle, voilà. Et en fait, le S-métolachlore, maintenant, quand on le cherche, on le trouve partout. C'est systématique, hein. Si on va sur un territoire comme l'Alsace, il était complètement contaminé en atrazine. On retrouve aujourd'hui les métabolites de l'atrazine, mais on retrouve aussi le métolachlore. Voilà. Et ce produit-là va disparaître et il a été remplacé par un autre. En fait, la substitution, c'est pas la solution, entre guillemets. Voilà. Il faut vraiment trouver autre chose, quoi. Parce que sinon, on saute d'un problème à l'autre sans vraiment résoudre vraiment le problème à la source, quoi. Et pour revenir effectivement au PFAS, hein, alors les plus petits, hein, il y a effectivement certains PFAS qu'on retrouve dans les produits phyto. Le flufénacet, par exemple, qui a été interdit, par exemple, lui, il y a c'est un PFAS. Voilà. Et donc, et c'était un produit qui était beaucoup utilisé et on le retrouve de plus en plus. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on utilise, à la façon dont on travaille. Effectivement, je pense que c'est hyper important parce que on l'a pas beaucoup évoqué, hein, mais quand aujourd'hui, on dit de toute façon, vous n'avez qu'à l'abandonner, vous n'avez qu'à aller chercher de la flotte ailleurs. Erreur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de captages qui sont en tension quantitative. Alors, on a 2 années là où ça se passe pas trop mal, hein. On est capable de distribuer de la flotte, mais je peux vous garantir qu'il y a des années de sécheresse. C'est la panique à bord, hein. Et on est hyper sollicité pour des aides de raccordement à un réseau voisin, etc. Mais oui, mais le réseau voisin, si la flotte qui est polluée par des nitrates ou des phytos, c'est perdu aussi. Donc toutes les ressources d'eau sont bonnes à garder et à préserver. Voilà. Donc il faut être hyper vigilant, quoi. Et ça, c'est dans les pratiques de tous les jours, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on conclut là-dessus? Dernière chance. On s'arrête là. Merci à tous les 3 pour votre présentation, pour votre présence. On peut les applaudir.